Des milliers de deniers en argent, 21 dinars musulmans en or, ou encore une chevalière médiévale. Le trésor est inestimable et a été découvert par une équipe de chercheurs et d'étudiants lyonnais lors d'une banale opération de fouille à l'abbaye de Cluny, en Bourgogne. Gardée secrète depuis début septembre, la trouvaille a été présentée hier lors d'une conférence de presse à l'université Lyon 2. On était donc en train de faire un sondage à la pelle mécanique dans un angle de la grande salle de l'infirmerie. Et puis une monnaie est apparue au fond du sondage. Une étudiante nous dit « mais qu'est-ce que c'est cette petite chose verte au fond du sondage ?» Donc on fait arrêter tout de suite la pelle mécanique. Je descends dans le sondage et en me retournant, je vois le trésor. Et pour les étudiants aussi, la surprise était de taille. D'abord on se dit oula, qu'est-ce que c'est exactement et on se dit, on comprend que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. En archéologie, on trouve très rarement des monnaies, des choses comme ça. On en trouve une de temps en temps, on est content. Là, quand on en trouve un lot pareil, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. On s'y attendait pas du tout et c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui personnellement m'a marqué, on va dire, et qui je pense me marquera pour encore longtemps d'avoir vu ces pièces comme ça en direct et d'avoir participé à leur découverte. Et si cette découverte est aujourd'hui considérée comme un trésor, c'est avant tout parce qu'elle brille par sa rareté. Elle est exceptionnelle parce que déjà c'est très rare de trouver un trésor de la première moitié du XIIe siècle. In situ, c'est-à-dire on l'a trouvé en situation dans un bâtiment monastique, en plus Cluny, qui est la plus grande abbaye de l'Occident chrétien. Donc ça c'est rarissime. En fait il n'y a pas d'autre trésor clunisien que celui-ci. On soigne d'abord une personne avant de soigner une maladie ou un malade. Je ne vois pas pourquoi des personnes qui sont formées avec nos impôts ne consacreraient pas un temps de leur carrière à des zones moins favorisées. Moi, je me demande pourquoi on ne reviendrait pas à l'ancien système qui existait, où les médecins avaient l'obligation de participer régulièrement à un tour de garde. Quels sont les problèmes d'accès à la santé que vous rencontrez sur le territoire? Quelles sont vos attentes, vos propositions? Voilà la question posée lors du débat public organisé ce mardi 14 novembre à Clermont-Ferrand. 3 heures pour exposer les difficultés du territoire puy-de-Dômois en matière de santé. 3 heures de débat organisés par le Conseil territorial de santé et la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Des organes publics constitués de professionnels et de particuliers et qui proposent à l'Agence régionale de santé des solutions concrètes qui viennent du terrain. Ces questions sont posées aujourd'hui parce que le ministère de la Santé, la ministre actuelle, Madame Buzyn, lance ce qu'elle appelle une grande démarche en matière de santé. Il va y avoir une nouvelle réglementation, il va y avoir des nouveaux textes et pour cela, elle attend une remontée du terrain. Donc il y a des problèmes récurrents qui n'ont jamais été réglés, qui vont toujours être présentés, mais il peut y avoir des approches nouvelles et donc c'est s'adresser aux gens pour que ce ne soit pas un système descendant, décidé par des technocrates au ministère, mais qu'on puisse entendre les avis du terrain. Il y aura la conjonction des deux rencontres. Après un bref aperçu de la situation dans la région, place à la parole. Les sujets sont nombreux. Intelligence artificielle, maison de santé, numerus clausus, communication de l'offre de soins. Mais les grands classiques de ces dernières années reviennent toujours en toile de fond du débat, avec en tête les déserts médicaux qui touchent particulièrement l'Auvergne, l'absence des médecins dans les centres comme les EHPAD, et la gestion du handicap dans les parcours de soins. Des sujets toujours en suspens. Autre sujet, la pollution dans l'alimentation et dans l'air, la place de l'humain dans le parcours de soins, les fraudes, l'homéopathie, la formation et le partage des tâches. Est-ce que vous pensez que ça va être efficace au niveau national, tous ces débats qui sont organisés pour pouvoir mener une action politique? J'espère, oui, parce que ça serait vraiment de la perte de temps. Ah non, c'est très riche d'intérêt et il faut bien que les personnes qui sont plus haut en prennent connaissance. Si vous-même, vous avez des interrogations, des réflexions, des commentaires sur le système de santé en Auvergne et que vous souhaitez proposer des solutions, il n'est pas trop tard. Rendez-vous sur le site web du ministère de la Santé où vous pourrez remplir le formulaire proposé aux acteurs de ce débat. D'autres... Oui, madame. Un bout de hummus et des cornichons, des salades, des tomates, les oignons. Voilà la recette du falafel, une spécialité syrienne préparée par Akram, un réfugié syrien, et Abdulraham, un compatriote étudiant. Nous on connaît Abdou et on sait qu'on aurait du mal à faire ce qu'il fait, de à la fois gérer l'école d'archi, à la fois ça.
Akram a fui la guerre en 2015 avec sa femme et ses 2 enfants. Il a étudié le français et appris la comptabilité et la gestion à l'université Jean Monnet. Cet ancien directeur financier à Damas a créé son snack syrien aidé par l'ADI et la MIF. Travailler et participer à la vie économique sont pour lui le meilleur moyen de s'intégrer. Ici, en France, il faut continuer comme ça. Il faut chercher du travail, d'emploi, de projets comme nous, comme restaurant. Tous les jeunes syriens, ils sont professionnels, je pense. Il y a beaucoup de jeunes, ils ont fini l'université, doctorat, master. Tous les jeunes comme ça, il faut chercher de quelque chose pour être part de la société française. En partageant sa culture, Akram s'impose aussi comme le premier cuisinier syrien à Saint-Étienne. Ça renvoie une image vraiment positive et qu'on n'est pas dans le refus de la culture de l'autre qui arrive ici, et au contraire là on l'accepte, que ce soit d'un point de vue culinaire à travers la cuisine, ou là on l'accueille à bras ouverts. Cette maison du falafel fait partie d'une pépinière associative, un espace de 360 mètres carrés sur 2 étages qui propose des locaux meublés pour une période de 3 ans. Un tremplin géré par Sonia Marchiche qui accompagne aujourd'hui 8 entreprises. Donc on arrive dans l'espace boutique et beauté et esthétique. Donc là on a un salon de coiffure aménagé pour 4 coiffeuses avec un espace esthétique. Il faut avoir un projet et surtout ne pas pouvoir passer par les schémas traditionnels de la création d'entreprise. C'est un peu une pépinière de la seconde chance qui s'adresse à un public qui peut être bénéficiaire des minima sociaux ou en proie à un handicap ou à une difficulté en lien avec la maîtrise de la langue. En arrivant en France, Akram maîtrisait déjà les techniques entrepreneuriales. Son rêve, développer Green Bay en France et ramener le concept avec lui un jour en Syrie. Laissé à l'abandon, l'ancien enclos des éléphants au parc de la Tête d'Or va bientôt être transformé en un nouvel espace forêt d'Asie. La ville et les architectes ont présenté le projet retenu ce matin. Le vieux bâtiment de 1964 sera conservé, mais complètement transformé à l'intérieur et prolongé d'une volière sur l'extérieur. Sur ce bâtiment ancien vient s'accrocher une volière qui, elle, est une volière tout à fait contemporaine, très très légère, qui doit disparaître le plus possible, bien qu'elle ait une forme finalement très rectangulaire, mais elle doit quand même disparaître grâce à la transparence de la maille, et on doit pouvoir voir les animaux évidemment à travers. Ce sera un lieu de pédagogie, un lieu de transmission, je crois un lieu d'émotion avec toutes les sensations, les odeurs, les humidités, l'eau et des animaux nouveaux. Des nouveaux pensionnaires que le directeur du zoo a hâte d'accueillir. Donc beaucoup d'oiseaux, des mammifères qui auront la possibilité d'entrer et de sortir comme ils le souhaitent. D'ailleurs, l'espèce emblématique du projet, c'est le tapir malais, dont on aura une grande partie de la volière extérieure qui lui sera dédiée avec des bassins très importants. Et puis c'est surtout effectivement le retour des reptiles, l'attente principale depuis plus d'une dizaine d'années des visiteurs du zoo et des Lyonnais en général. Ce nouvel espace immersif forêt d'Asie sur 4000 m² devrait être achevé en 2020 pour un montant de 3,6 millions d'euros. Passer la porte d'un musée, déambuler entre les œuvres, ce geste vous paraît peut-être banal, et pourtant nombreuses sont les personnes à n'avoir jamais visité de lieux culturels. Une partie d'entre elles était notamment présente au musée de Grenoble le week-end dernier pour une journée un peu spéciale. C'est le coup d'envoi d'un partenariat scellé entre le Secours populaire et le musée de Grenoble, dont l'objet est de faciliter la venue au musée des personnes accueillies par cette association. Alors pourquoi cette ouverture dans un musée? Parce que dans nos statuts, au Secours populaire, la culture est un droit. Et en fait, souvent on l'écrit, mais on ne le réalise pas. Et nous, on voulait que le musée soit ouvert à tous, pour qu'on puisse démocratiser la culture. Les 150 bénéficiaires de l'association ont pu découvrir les œuvres présentes dans l'enceinte grenobloise, notamment au travers de visites musicales et d'ateliers.
on est en train de faire des portraits, des tableaux et on met nos têtes dans le cercle. On s'inspire d'un tableau et on essaie de le refaire. Un premier contact avec l'art qui en a ravi plus d'un et qui fera peut-être naître des vocations. Plus de 2,5 hectares de surface totale de terrain, 4000 m² de serres couvertes, une production annuelle de 230 000 fleurs et plantes, le tout pour 8 millions d'euros. Le nouveau centre horticole de la commune nouvelle d'Annecy, situé avenue de Leverchy, ne passe pas inaperçu. La première vocation, c'est la production de fleurs pour assurer le fleurissement des 6 communes déléguées. La deuxième vocation de ce centre, c'est aussi un lieu de vie de la direction, avec des équipes qui travaillent ici, des équipes qui démarrent ici. Et la troisième vocation, et elle est vraiment primordiale, notamment par rapport à l'ancien site, c'est la vocation pédagogique. On a aujourd'hui ici des serres pédagogiques, on a des animatrices horticoles qui sont présentes continuellement. Donc voilà, on a un gros programme d'animation pédagogique à développer dans les mois qui viennent. Pour ce nouvel outil, la commune nouvelle d'Annecy s'est dotée de matériel technologique dernier cri, sans aucun produit phytosanitaire, même si la production n'est pas 100% locale. Dans chaque compartiment, dans chaque serre, toute la partie climat est gérée par ordinateur. Vous avez des sondes qui mesurent la température, l'hygrométrie, et puis en fonction de ça, et des paramètres qu'on souhaite dans chaque serre, ben voilà, vous avez les ouvrants qui vont s'ouvrir, se fermer, vous avez les toiles d'ombrage qui vont s'abaisser ou pas, voilà, pour créer le climat qu'il faut dans chaque compartiment. Et puis au niveau environnemental, on a la récupération des eaux de pluie, toutes les eaux de pluie qui vont sur la toiture des serres sont récupérées et alimente derrière l'arrosage. Donc on n'a pas de consommation d'eau pour l'arrosage. On a des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire pour les agents. Annecy et les fleurs, c'est une histoire qui marche depuis maintenant bien longtemps. En témoigne le label Fleurs d'Or décerné en 2015 par le Conseil national des villes et villages fleuris.